Qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre les ads ou l'organique pour les infopreneurs? Je trouve que. Mais derrière, est-ce que tu attires que des prospects chauds? Pas forcément. Tu peux tout vendre, hein. Même un stylo, tu peux le vendre. Tu peux dire ce stylo il est magique, les gens vont te croire. En fait, le gros problème que j'ai avec l'organique, c'est, Elles vont faire plusieurs millions de vues. tu sais qu'à chaque fois que tu vas mettre 100 euros dans la machine, tu vas avoir une vente. Plus tu vas t'investir, plus tu peux grossir. Et plus tu vas grossir, plus tu peux gagner d'argent. T'as fait des erreurs. Est-ce que tu penses qu'il faut accepter en fait tous les clients? On a un peu répondu avant, mais tu vois, quand t'as un appel que tout semble OK sur le papier, est-ce que ça t'arrive de. Est-ce que tu pars du principe, même un infopreneur potentiellement qui débuterait, qui signerait ses premiers clients, est-ce qu'il doit accepter autant, on dira en termes de pourcentage de clients, que un infopreneur qui est beaucoup plus aguerri? Justement, sur ce point-là, je reviens sur ce que mon mentor il m'avait dit. Justement, grand big up à lui, parce que vraiment, il va se reconnaître. Il m'a beaucoup aidé là, dans la période difficile que j'ai passée. Il m'a Ok. beaucoup soutenu, il a été compréhensif. Et il m'avait dit quelque chose, je me rappellerai. Il m'a dit que vraiment, regarde le type de client en face de toi. Accepte pas tout le monde. Parce que la bêtise que je faisais avant, c'est que moi, mon objectif, c'était juste d'avoir plus de CA. Donc je prenais tout. Vraiment, je venais avec les bras grands ouverts, je faisais ça, je prenais tout ce qui venait en fait. De A à Z, petit service, grand service, etc. Mais j'ai compris, en prenant en fait tout, parfois tu vas ouvrir la porte aussi au manque de respect et aussi aux clients qui vont pas te payer ou qui vont te prendre directement pour un esclave en fait. Ils vont être là, ils vont dire ouais, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, ouais, c'est à toi de faire ça. Donc vraiment, faut filtrer les demandes. Et comme les red flags qu'on a cités avec Stelio, tu vois sur un client, majoritairement, c'est un client qui va te casser les pieds. Parce que si un client, faut savoir une chose, si un client il te fait chier, moralement, tu vas pas être bien. Donc ton service, même pour les autres clients, va être mauvais. Donc vraiment, parfois, il faut enlever la pomme pourrite de l'arbre et laisser le Ok. reste tranquille, hein. Même si ça diminue ton CA, pas grave. Mais sur le long terme, tu as une tranquillité d'esprit et tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Exactement, toujours dans cette partie éthique. C'est pour ça qu'on se ressemble beaucoup, Mohamed. C'est que j'ai l'impression en tout cas que dans tous les choix que tu fais, tu as toujours la vision long terme. C'est-à-dire qu'il y a souvent, dans les prises de décision qu'on peut avoir, même au quotidien, ou voilà, assez souvent dans notre vie, on a toujours la possibilité de prendre, de faire des décisions qui sont intéressantes à court terme, signer ce client à 15K par mois, faire ce genre de choses. Mais on sait que sur le long terme, ça peut nous entacher. Et on n'est pas sûr, en fait, on n'est pas sûr, c'est pas qu'on sait, on n'est pas vraiment sûr. C'est qu'on pourrait accepter ce client-là maintenant. Et du coup, pour rebondir à ça, qu'est-ce qui fait que tu as cette vision plutôt long terme, plutôt que, tu vois, d'autres entrepreneurs que je juge absolument personne, hein. J'ai même des copains, hein, qui font ces types de business, mais qui ont, voilà, il y a la mode de l'IA, ils vont se mettre dans l'IA, il y a la mode, tu vois, qui font vraiment des petits coups, on dira, petits coups business. Qu'est-ce qui fait que justement, toi, tu pars à contre-pied de ça et que tu as décidé de construire quelque chose d'assez balèze, qui est comme l'agence, et du coup, bah, prendre tes décisions en fonction plutôt du long terme, en sacrifiant potentiellement le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, quoi. En fait, j'ai compris assez rapidement que si tu vises que du CA, à un moment, tu vas rentrer en burn-out. Donc, Ok. moi, personnellement, je vois les clients comme une famille. C'est que vraiment, mes clients, c'est eux qui m'ont donné mon gagne-pain. Donc, je leur dois quelque chose. Alors que certes, alors que indirectement, pas du tout. Parce que s'ils viennent te payer, ils savent que tu vas leur faire gagner de l'argent ou tu vas leur donner quelque chose, en fait, qu'ils ont pas forcément sur le moment G. Mais justement, sur ce point-là, en fait, moi, je vois toujours mes clients comme ma famille. Donc, j'ai toujours une vision long terme. Je sais que si je donne un excellent service, ils vont être là, je construis une bonne relation, parce que je veux pas que parler business, je vais être là, prendre des nouvelles avec eux, parler de tout, parce que faut que mon client il soit vraiment à l'aise avec moi. Parce que je sais que si tu as une relation trop professionnelle avec ton client, il va parfois se sentir gêné de dire ouais, par exemple, j'ai pris du retard aujourd'hui parce que j'ai eu un problème de famille, j'ai eu ci ou j'ai eu ça. Et ce qui fait que ça peut entacher indirectement ou ramener à des confusions entre vous deux.
Donc vraiment, j'ai compris. C'est pour ça que pour moi, je me focalise vraiment sur la qualité que la quantité. Même si je diminue mon CA sur un mois ou 2 mois, pas grave. Mais je sais que sur le long terme, je crée quelque chose qui est viable, aussi quelque chose qui va faire que en fait, je me sortirai bien et je me sens pas angoissé à produire mon service. Ouais, exactement. Je suis 100% aligné avec toi là sur ces sujets-là. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes de, de clients que t'as refusé justement parce que bah pour voilà des red flags. Est-ce que t'as des exemples un peu à ce niveau-là ou potentiellement des mecs que tu avais identifiés ou des nanas, hein, quand je dis mec c'est vraiment tout le monde. Est-ce que tu as déjà accepté des clients qui étaient pour toi des green flags et qui finalement sont des red flags? Bien sûr, bah, comme l'exemple que j'ai donné là en coaching, celui que je en appel, je voyais que bon payeur, tout trop. En fait, tout était vert. Directement, il était prêt à signer le contrat, faire ci, faire ça. Je dis ok. Mais en fait, vraiment, j'aurais dû voir ce red flag où il était insatisfait de son service précédent. Il était trop sur les résultats. Et moi, je me suis dit, je suis sûr de mon karaté. Je sais que ça va être bon avec moi, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai su que le problème, c'était pas que l'agent, c'était aussi lui. C'est que lui, il pensait, il était dans l'optique que quand il paye, c'est la personne en question qui va tout faire. Il prospectait pas, il répondait pas aux commentaires. Et à un moment, carrément, juste pour ma bonne foi, je lui ai dit, donne-moi accès à ton TikTok. Non, en fait, je postais déjà. Je lui ai dit, en fait, je vais prendre l'accès à ton TikTok plus fréquemment et je vais commencer à répondre moi-même aux commentaires. Tu le facturais en plus ça? Non. Ah donc Juste t'as parce que, fait. ouais, c'est juste parce que, en fait, je voulais pas qu'il ait une mauvaise expérience avec moi. Mais même en faisant ça, pour lui, à la fin, il n'était pas satisfait. Donc, j'ai Ok. compris qu'il y en a certains, faut pas essayer de les arranger. C'est juste leur personnalité, elle est comme ça. Faut pas se prendre la tête. Faut pas les accepter. Même s'ils payent super bien, mais ça vaut pas ta tranquillité d'esprit. Alors, donc voilà, je vous avais pas menti, les amis. Mohamed, c'est quelqu'un qui a de nombreuses références, qui a beaucoup de choses à apporter. D'ailleurs, est-ce que tu peux enfin, pour les clients sur lesquels tu as le droit de communiquer, est-ce que tu peux nous donner, on a parlé d'Ibra TV, de Mamadou Sakho, est-ce qu'il y a eu d'autres créateurs ou d'autres influenceurs pour qui tu as travaillé qui sont assez connus? Je travaille avec des Snapchatters, en vrai, qui sont assez à la mode, Ok, mais je cite pas leur nom parce que ça s'est pas souvent bien passé. En fait, d'accord. j'ai compris, vraiment, les influenceurs de Snap, c'était assez compliqué de satisfaire leurs demandes, où ils sont un peu dans l'optique où ils vont pas te donner de délai. C'est-à-dire, ils vont dire qu'ils t'ont payé, ils vont dire OK pour avoir un travail sous 24 heures, mais eux, en fait, ils le veulent sous 12 heures, et après, il va encore te demander beaucoup de modifications. Donc vraiment, j'ai eu des clients un peu. J'ai travaillé avec des personnes assez connues, mais en vrai, avec le recul que j'ai maintenant, je trouve que c'est un red flag aussi de travailler avec des personnes du domaine public. Quand tu dis domaine public, c'est pas forcément des infopreneurs connus, mais plutôt ou aussi influenceurs connus ou vraiment personnalités publiques, toutes choses confondues, ou plutôt vraiment les créateurs de contenu, on dira entertainment. Vraiment, les créateurs de contenu plutôt dans le divertissement. Ok, Pour moi, eux, c'est les pires. Il y en a, ils sont trop compliqués à. ok, J'en ai travaillé deux, trois, mais vraiment, ça s'est souvent mal passé. Et aussi, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut arrêter d'être trop sympa avec ton client. C'est que moi, j'étais trop, comme tu l'as appuyé, je réponds trop rapidement, je suis là, etc. Donc les clients, parfois, ils se permettent à t'appeler à 2 heures du mat, que là, t'es en ça train t'est de arrivé dormir. ça? Bien sûr. Alors que je leur répondais juste avant, je leur ai dit, ouais, attends un peu, il y a un problème, il va régler. Il va te lâcher des coups de fil ou il va être là que à se râler, à se plaindre. Et moi, j'étais trop sympa, je laissais passer, j'ai dit, pas grave, je Ok. peux comprendre, il est sous le compte de l'énervement. Mais même maintenant, plus rien. Si je vois, il est bizarre, dans mes archives. Même si tu me dois de l'argent, pas grave, je te pardonne. Le service, il est gratuit, mais ma tranquillité d'esprit, elle vaut plus que ton manque de respect, honnêtement. Bon bah c'est top. Voilà, je vous ai dit les gars et les filles, Mohamed, voilà, c'est quelqu'un d'ultra compétent.
sur plein de sujets. Donc voilà, on a vu un petit peu son parcours, comment il en est arrivé là, à commencer simplement à vendre. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que finalement, voilà, tu avais commencé Vinted, mais tu vendais aussi un petit peu en physique. Tu avais été repéré à plein de reprises. Excuse-moi, Bien sûr, je t'ai coupé. j'avais un compte aussi Snapchat où j'avais, il s'appelait justement VRT Service. Je crois, on a eu des pics de plus de 1000 abonnés à peu près et où vraiment tous les accessoires se vendaient assez rapidement. Donc vraiment, je vendais en physique, sur Vinted, partout. C'est c'est ça. Donc en fait, tu as rapidement quand même transitionné vers toute la partie marketing. C'est là où vraiment nous deux on se rejoint. On a des points d'ancrage qui sont qui sont très similaires. Et justement, on va parler d'un sujet. Ça me permet d'introduire parfaitement le prochain sujet, pardon, qui est la remise en question. On sait tous les deux que bah, le marketing n'est pas une science exacte. Ce qui fonctionne sur un client ne va pas fonctionner potentiellement sur un autre client, même bah, forcément sur la même verticale. Donc voilà, on va parler un petit peu de la remise en question, notamment au niveau marketing. Euh, Tout à l'heure, je vous disais que Mohamed, c'est quelqu'un qui se tient euh, très souvent au courant des tendances, que ce soit au niveau montage, des tunnels, etc. Euh, Comment tu fais? Si tu peux nous partager un petit peu les clés pour rester, on dira, à la pointe. On sait que le marketing, ça change beaucoup, etc. Comment tu fais pour toujours innover et être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes de marketing? Je pense que on n'est jamais excellent dans son domaine, on est toujours des étudiants. Du coup, du sens où moi, toujours quand j'ai fini un coaching, j'ai pris un deuxième. C'est que vraiment, j'ai toujours gardé une période de continu d'apprentissage. Je me suis entouré de personnes qui avaient plus de qualité que moi, ils étaient meilleurs que moi dans mon domaine, comme mon moteur actuel, ils me forment dans ce domaine. Donc j'apprends toujours comment on appelle ça, les nouvelles stratégies tendance entre guillemets du marché. Ce Ok. qui fait que vraiment, mon service, il est toujours à la pointe du moment. Et je pense que si tu t'arrives à reconnaître en fait envers toi-même que t'es pas le meilleur, qu'à ce moment-là, tu vas donner le meilleur service. Parce qu'il y en a beaucoup, j'ai vu des infopreneurs ou des coachs qui sont dans l'optique, voilà, aujourd'hui je fais autant d'argent, donc ma stratégie, elle est toujours aussi bonne. Pas du tout. Peut-être que demain, il y aura une stratégie qui va plus performer que la tienne. Ouais. Mais c'est vraiment important, comme tu as vraiment très bien expliqué, il faut se mettre vraiment à la pointe de sa stratégie. Je suis 100% d'accord. La remise en question, c'est ce qui, c'est fondamental, c'est obligatoire en fait dans nos métiers. Euh, Alors ça, en fait, c'est un peu contre-intuitif, tu vois. Moi qui viens d'une famille où justement, pour le coup, on n'avait pas, enfin, j'ai pas d'entrepreneur, tu vois. Voilà, j'ai une famille de fonctionnaires. On est tous, enfin, on était, enfin, j'en faisais partie. Hein, j'étais salarié et fonctionnaire, etc. Donc, tu sais, pour nous, c'est très, enfin, pour la plupart, on dira des gens, c'est très compliqué de se dire, on va payer quelqu'un. Euh, pour que justement ils remettent en question potentiellement tout le système et quelqu'un en fait qui n'a pas euh, les clés et tout un système et j'ai juste à appuyer sur un bouton justement. Tu vois, donc c'est vraiment c'est ça qui a été pour ma part en tout cas compliqué à comprendre dans l'approche marketing. C'est vraiment le fait de toujours se remettre en question, qu'en fait quelque chose qui est acquis, bah en fait elle l'est pas vraiment à 100%, qu'elle peut toujours être remise en question. Est-ce que tu as des exemples de choses bah, potentiellement toujours en rapport un petit peu avec l'échec où tu te dis tu croyais qu'un truc était vrai et ça s'est avéré faux. Ou quelque chose que tu pensais faux, que tu as déconseillé potentiellement à un client, et quelque chose qui a fonctionné. Une croyance personnelle ou professionnelle? Euh, Comme tu veux, les deux. Hein. Bah, si on part sur une croyance personnelle, quand on avait préparé justement ce podcast, on a vu une discussion entre nous où on a dit que parfois les amis qu'on a au début et les amis qu'on a une fois qu'on veut réussir sont pas les mêmes. C'est que j'ai compris en fait quand j'étais, bah, en fait, je suis toujours jeune, je suis pas encore vieux, Ça, c'est j'imagine. sûr. Et justement, quand j'ai commencé, en fait, j'ai toujours été très social, très, vraiment très sociable. Je parlais à tout le monde, etc. J'étais l'ami à tout le monde. Donc, j'avais créé un peu, j'avais un groupe entre guillemets dans ma vie. On avait un groupe de potes. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je voulais aussi eux aussi qu'ils gagnent en fait leur pain avec moi. Sauf que j'ai compris vraiment.
rapidement qu'il y a des gens, en fait, ils veulent pas forcément réussir comme toi tu veux réussir. Et aussi que quand, en fait, tu veux changer de statut, ou plutôt changer de train de vie, en fait, couper les mauvaises habitudes, etc., eux, ça va être les gens qui voudront te retenir, en fait. Ils veulent pas te voir évoluer dans ta vie. Et j'ai vu des amis que vraiment je considérais comme des frères, ils connaissaient mes parents, ils mangeaient avec moi, qui m'ont tourné le dos pour soit une meuf, soit ils m'ont tourné le dos parce que je voulais réussir dans ma vie. Et ils disaient carrément c'était eux les plus grands haters que j'avais. Genre quand je postais une nouvelle vidéo, ils regardaient la vidéo, ils se foutaient de ma gueule. Et, C'était, et aujourd'hui, vraiment, j'ai coupé mon cercle, j'ai vraiment restreint. Je focalise vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Je sais que maintenant, j'ai peut-être pas les mêmes hobbies que d'autres personnes, mais j'ai pas les mêmes objectifs que lui. Donc vraiment, si lui il part traîner avec je sais pas avec 100 personnes, il part en boîte de nuit, pas grave, fais ta vie, mais je fais plus autant confiance aux personnes que je faisais avant. En fait, ok. vraiment, tu comprends assez rapidement. C'est que je me rappelle, c'était qui avait dit ça, je me rappelle plus, c'est dans un podcast, un américain d'entrepreneur, il avait dit, c'était Imad Gadzi. Il a dit, il y a des amis qui m'ont lâché en cours de route, pas parce que c'était des mauvais amis, mais parce que ils me ralentissaient dans ma Développement. réussite, Ok. dans mon développement. Et même Snoop Dogg avait dit la même chose. Il a dit, parfois, il faut savoir lâcher tes anciens potes, même si c'est des bons, parce que, en fait, c'est eux qui te ralentissent dans ta vie. Ouais, ouais, c'est clair, c'est triste, hein. De toute façon, on a tout un onglet, on va parler de l'entourage, etc. Mais c'est clair que ça fait la différence, malheureusement. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais qu'il y a pas tout le monde qui est d'accord avec ces notions-là, mais c'est vrai. Ok. Et du coup, niveau pro, avec un client, des choses que tu as proposées où tu t'es dit, bah, c'est sûr que ça marche ou c'est sûr que ça va pas marcher ce qu'il propose là le client, et au final, tu as eu tort. Je pense que j'ai eu tort à un moment. C'était vraiment quand on a mis en place justement un funnel pour un client. C'était un client, bah, il est dans le domaine du street lifting. Ok. Et quand on a mis en place son funnel, en fait, j'ai compris que non, c'était pas la bonne allure à avoir pour lui. Parce que vraiment, le type de client qu'il visait, c'était plutôt des étudiants. Et qu'avoir une offre trop premium, c'est assez compliqué pour ce type de client. Donc, ça n'avait pas beaucoup fonctionné. Mais là, je recalibre la stratégie. Ok. Parce que moi, j'ai un principe, c'est que même si le client directement il m'a payé pour un service, si je vois il n'a pas de résultat avec celui-ci, je vais recalibrer vers un autre, même si je fais plus de boulot, ou je dois carrément revoir toute la stratégie, ça me pose pas de problème. Parce que le but pour moi, c'est que il soit satisfait, il gagne de l'argent en fait. Ok. Ok. Très très clair. Ouais, franchement, si je dois rebondir là-dessus, moi, alors, je sais pas si c'est parce que je fais beaucoup d'erreurs ou parce que je prends beaucoup de risques. Moi, ça m'arrive souvent. Alors surtout au début, maintenant, je prends beaucoup de pincettes quand j'accompagne les gens. Mais en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. La VSL, ça fonctionne. Le webinaire, ça fonctionne. Le low ticket funnel, ça fonctionne. Le PDF même, ça fonctionne. Le seul truc qui va faire la différence, c'est de choisir quelque chose euh, que tu es capable de suivre pendant des mois, des mois et des mois et des mois, et de ne pas lâcher cette stratégie. Donc, en fait, toutes les stratégies fonctionnent. Il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients. Typiquement, tu vois, j'ai des clients qui sont full VSL. Moi, j'aime beaucoup la VSL parce qu'on peut optimiser vraiment à tous les niveaux, etc. Je trouve ça super intéressant d'un point de vue pub. Mais il y a des gens qui sont juste incapables de mettre une vidéo, tu vois, de parler pendant plusieurs minutes, etc. Et c'est OK. Mais du coup, il va falloir prendre en considération que euh, on peut faire un low ticket funnel, mais que du coup, on est prêt à accepter que va y avoir un impact négatif sur la stratégie. Voilà, toujours dans cette logique. Voilà, tout fonctionne, mais effectivement, il y a donc c'est toujours important de toujours remettre en question, se remettre en question sur les stratégies à adopter. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, surtout la VSL quand c'était bien à la mode sur le marché français, je proposais des VSL à tout le monde. Et en fait, je m'en suis rendu compte que bah ça correspondait pas forcément au profil de la personne ou ce genre de choses. Donc ouais, c'est pareil pour les créatives.
Là, on rentre plus deep dans les publicités, mais euh, quelques années, pour prendre mon cas, j'ai lancé des pubs avec sur le format studio que tu as monté, Mohamed, qui était vraiment très bien léché, très bien monté, parfaite, etc. Et je me suis dit, mais c'est obligé que ça cartonne, quoi. Le script était bien léché, etc. Et je les ai mis en concurrence avec des créatives, mais horribles. Horribles, vraiment au format selfie, des trucs sans montage, même sans sous-titres, pour te dire. Vraiment le truc Je me sans rappelle mise très bien. exact. Et au final, ce qui a mieux performé, c'était les ugly ads, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les formats qui étaient pas jolis à voir, quoi. Donc, effectivement. Après, je pense Euh, que vraiment, sur ce point-là, je me permets de basculer dessus, c'est que notre plus grande qualité, c'est savoir se remettre en question. C'est que nous aussi, on peut faire des erreurs. C'est pas mhm. parce qu'on est des coach ou on vend des services que on a toujours raison. Au contraire, même. Ce qui fait la différence pour moi entre un bon infopreneur et un mauvais infopreneur, c'est celui qui sait en fait se remettre en question sur sa stratégie et qui sait assumer ses torts, en fait. C'est aussi simple. C'est c'est clair. C'est clair. Après, je suis 100% d'accord avec toi dans peut-être même à peu près tous les. Je sais pas, on va dire dans le fonctionnariat, salariat, c'est quand même assez différent, mais à partir du moment où tu es entrepreneur, tu dois toujours te remettre en question. Euh, donc, la plupart du temps, en tout cas, moi, je suis plus confronté à des problèmes d'ego avec les clients, où les clients, justement, ne veulent pas trop se remettre en question, etc., parce qu'ils n'ont pas cette vision marketing. Mais à l'inverse, tu as aussi très peu de clients, mais ça arrive. Tu as des clients qui, justement, ont des potentiels problèmes de confiance en eux, et du coup, qui se remettent toujours, toujours, toujours en question. Et du coup, ça laisse pas la place, tu vois, de focus sur un truc assez longtemps. Euh, Est-ce que tu as identifié aussi ce type de client? Et si oui, euh, comment, c'est super compliqué comme question, mais comment trouver un équilibre par rapport à, tu vois, en étant assez confiant pour pouvoir faire le truc assez longtemps, mais de ne pas être trop buté pour pouvoir se remettre en question au bout d'un moment. Mais tu sais qu'à ce point-là, j'ai le parfait exemple. C'est un client que j'accompagne bah, encore actuellement. Ok. Et justement, c'est le client en question, même le funnel il n'avait pas fonctionné. C'est que lui, arrivé à un moment, en fait, quand il m'avait vu, quand il m'a connu plutôt, c'était quand on a commencé à travailler ensemble, il y a 2 mois de cela. Il m'a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, je suis dans une phase où j'ai envie de arrêter les réseaux. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'investis que dans le montage, dans les accompagnements, mais je gagne rien. Et j'ai compris, là j'ai mis de côté, quand j'ai vu cette problématique, j'ai mis de côté tout ce qui est service professionnel. Je l'ai parlé en gros comme si j'étais son ami de longue date. J'écoute, tu sais que dans la vie c'est comme ça, parfois t'as des moments de bas, de haut, je l'ai parlé de l'anecdote justement où j'ai eu beaucoup d'amendes, et après j'ai continué, j'ai pas lâché, j'ai réussi grâce à ça. J'ai dit que vraiment pour moi c'est une phase, et aussi c'était incroyant également. J'ai dit que Dieu te teste, lâche pas le pain, et t'inquiète pas, je suis là aussi avec toi, on va réussir. Il y a une semaine, il m'envoie un vocal. Il me dit, écoute, Mohamed, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je dis, ouais, je t'écoute. Il dit, actuellement, j'accompagne plus de 9 clients et par mois, j'ai plus une vingtaine, trentaine de prospects. Et Solide. j'enchaîne les calls. Incroyable. Il était souriant, il était joyeux. Carrément, Et, pour moi, ça, c'était ma plus grande récompense. Juste qu'il était heureux. on est 100% d'accord, mais pour toi, comment tu as pris la décision de te dire, bah en fait, je dois le motiver parce que je sens qu'il y a quelque chose en lui, tu vois. Et pourquoi, dans ce cas-là, tu lui as pas dit, tu vois, je te dis un exemple bidon, mais pourquoi tu as pas dit remettre en question, mec, tu vois, c'est compliqué, quoi. Parce que honnêtement, j'ai vu le travail, comment il avait investi. Il a changé 2, 3 fois de DA. Il essayait de regarder les stratégies en pointe, même sans que je lui conseille quelque chose. Il disait, ouais, j'ai vu dans le marché US, il y a ça qui fonctionne. J'ai vu un concurrent, il a fait ça. Lui-même, il prenait des initiatives. D'accord. Je dis, toi, impossible, tu réussis pas. Ok. Parce que tu as le type de, en fait, tu sais, tu peux reconnaître quelqu'un qui va réussir. Je pense que c'est pareil pour toi. Tu peux reconnaître un client qui va faire beaucoup de résultats comme un autre qui va se contenter d'un minimum. En fait, tu sens que, je sais pas, c'est un flair ou peut-être une flamme, mais de leur personnalité, en fait, tu peux définir qu'ils vont réussir. Ouais, c'est clair. Enfin,
c'est toujours délicat de savoir et tout, mais c'est vrai qu'il y a des gens. Je sais pas, peut-être que c'est lié aussi à l'expérience, tu vois, avec les clients qu'on accompagne et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des patterns quand même de gens où tu te dis, voilà, si lui il réussit, s'il continue, c'est obligé, tu vois, que ça va le faire, quoi. Et d'autres, au contraire, tu te dis, bon, peut-être que qu'il devrait faire autre chose. Et il n'y a pas de mal à ça. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et heureusement, sinon le monde serait moche. Mais c'est clair. Est-ce que tu trouves que dans nos métiers de marketing, sans cracher sur, sur les concurrents, etc., est-ce que tu trouves que euh, les gens, nos concurrents, se remettent assez en question? Je pense que non. Non. Ok. Honnêtement, je pense que non, parce que s'ils se remettaient en question, tout le monde aurait donné un bon service. Et tous les clients auraient déjà des agences, plutôt tous les prospects auront déjà des agences à leur côté. Alors qu'en fait, ce qui fait la différence d'un concurrent à l'autre, c'est son service, comment il est. Parce que vraiment, en fait, dans le domaine où on est, comme en fait, on est dans un domaine où les jeunes nous qualifient d'experts, entre guillemets, mais du sens où pour eux, on maîtrise tout. Et il y a des personnes vraiment, ils sont imprégnées dans cette mentalité. Ils disent que c'est moi ton coach, tu m'écoutes. J'ai toujours raison. Et même si ça marche pas, ils vont dire que c'est la faute du client. Parfois, c'est parfois le contraire aussi. Le coach, il est bon, mais c'est juste le client, il sait pas faire sa part des choses. Mais surtout de notre domaine, je pense, parce qu'on a un domaine assez identique. Moi, je fais de l'organique, toi, tu fais des ads. Nos concurrents, parfois, ils ont un peu le complexe de se mettre aux questions, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est très récurrent dans les gros poissons, on dira. Les gros, enfin moi je le vois hein, avec les appels des prospects que je peux avoir, etc. On me dit tout le temps ouais je suis allé chez eux. Non seulement le pourcentage était élevé, mais en plus de ça, ça passait par 15 000 intermédiaires, ça prenait 1 000 ans, machin, truc, etc. Et je suis toujours choqué de voir que au bout d'un an, bah, j'ai toujours le même type de prospect qui me dit toujours la même chose en fait. Donc effectivement, je suis plutôt aligné avec toi. Alors pas tous, hein, attention, Bien sûr. mais je pense que c'est récurrent sur les grosses structures, les gros poissons, hein, comme on disait. Je pense que il y a potentiellement plus de remise en question à faire. Après, voilà, comment dire, je reste humble. Moi, je travaille tout seul, par exemple, mais j'imagine que voilà, être à la tête de, bah, comme toi, hein, Mohamed, de plusieurs personnes, de devoir gérer, voilà, tu as d'autres préoccupations, donc forcément, ça multiplie, on dira, les problèmes également, quoi. Non, bien sûr. Après, t'as dit t'as appuyé sur un bon point, les gros poissons. C'est que pour moi, personnellement, si je vous donne un conseil, si vous voyez un compte trop gros qui vous vend trop de rêves dans un domaine, dans tous les domaines, hein, vraiment, ça soit en général, ils vont vous vendre absolument une formation. Faites attention. Parce que parfois, vous allez payer un très grand montant, mais ça va être en fait à vous-même de chercher le résultat. Ils vont pas vous accompagner dans rien du tout. Et ce que je rejoins totalement Stélo à ce niveau-là, parce que moi aussi j'ai eu des clients qui ont payé peut-être des 3 000 à 4 000 € pour un accompagnement, une formation, etc. Mais au final, ils n'ont pas été satisfaits parce qu'en fait, la personne lui-même délègue à une autre personne qui lui délègue à une autre personne. Donc, Mhm. ils parlent jamais à la personne concernée et ils sont accompagnés à chaque fois, ils ont un coach différent. Donc C'est ça. vraiment, il n'y a pas de suivi. C'est ça, et même au niveau de l'exécution, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, sur de la presta pure et dure, hein, sans même parler d'accompagnement, etc. Tu vois, si on prend l'exemple des ads, quand faut couper, quoi. Dans les 10 minutes, dans les 1 heure, quoi. Surtout si c'est des gros budgets. Il y a encore des agences, tu vois, ça doit passer par lui, par là, machin, et au final, il y a rien qui est coupé dans les 3 jours qui suivent, quoi. Donc potentiellement du budget mis dans le vent. Mais ok, trop cool. Euh, Maintenant, on passe, à part si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là, remise en question, évolution. Je pense que c'est parfait. On Ça le a fait. parlé de plusieurs points et c'est nickel. Ok, trop cool. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le point justement de l'entourage, de l'impact que l'entourage peut avoir sur nous, sur nos business, sur même en tant que personne, hein, en tant qu'être humain. Faut savoir que Mohamed et moi, on vient d'un camp qui est similaire, de région parisienne. Alors,
on le savait pas, mais l'associé de Mohamed vient de la même ville que moi, en région parisienne. On est tous les deux, du coup, à l'étranger. Euh, Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dirais que ton entourage t'a poussé ou au contraire qu'il t'a freiné? Vraiment dans la globalité, on dira. Euh, Personnellement, je penserais plutôt le contraire. Parce que bon, j'ai eu des exceptions. Par exemple, mes deux associés, c'est des amis à moi de longue date. Avant le Et business. c'est ça. Et Ok. justement, avant d'être mes associés, c'était mes potes. C'est pour ça que j'ai fait confiance et je les ai mis dans ce business. Eux, par exemple, ils m'ont toujours soutenu. Ces deux associés, ils vont se reconnaître. Et par contre, j'ai d'autres personnes que j'ai reconnues en même temps qu'eux, ou parfois même, il y en a certains, j'ai grandi avec eux. Par contre, eux, c'était au contraire, ils voulaient me freiner. En fait, ils se moquaient de moi, ils disaient impossible, ça fonctionne, c'est ça. Vraiment, c'était les personnes, comme j'ai expliqué justement avant dans ce podcast, c'était mes plus grands haters. C'est que devant moi, ils souriaient, derrière moi, ils disaient regardez, il se prend pour Bill Gates ou Elon Musk. Ouais, putain. C'est, on a tous fait face. Je pense que n'importe qui hein, qui regarde cette interview, qui fait du contenu sur les réseaux sociaux, euh, on a tous été confrontés à ça. Hein. Moi, j'ai des potes, tu vois, qui m'envoient, même encore aujourd'hui, vu que je fais des ads et tout, qui m'envoient ah ouais, Stélio, t'as changé, maintenant t'es devenu un influx voleur, tu vois. Donc, donc évidemment, l'entourage, c'est assez primordial. De toute façon, il y a un truc simple hein, qu'on dit, c'est très cliché quand même, entrepreneuriat, hein, mais c'est très cliché, mais c'est très vrai, je trouve. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est vrai. Euh, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, T'avais déjà anticipé le truc parce que t'as parlé justement des différents mentors que t'as pu avoir, notamment deux. Est-ce que t'en as d'autres? Est-ce que tu penses que t'aurais pu réussir sans ça? Faut savoir, bah si je refais un peu l'ordre chronologique des choses, le premier mentor indirectement, c'était celui, bon, en vrai, je considère celui qui était mon maître d'apprentissage, d'alternance. Après, j'ai eu mon prof en école de commerce. Après, j'ai eu l'américain. J'ai eu après, bah, maintenant, c'est devenu un pote qui s'appelle Mayeul. Justement, j'avais pris son accompagnement aussi. C'est lui qui m'a vraiment aidé à comprendre comment créer des funnels, des webinaires. Ok. Et après, j'ai eu justement mon coach actuel, qui s'appelle Clem Skill. Incroyable, vraiment. En dehors même du domaine professionnel, c'est quelqu'un vraiment, il m'a compris. J'ai eu des problèmes quand personnel. Il a su mettre en pause un peu notre accompagnement pour attendre que je reprends moralement vraiment le bon moment. Mais je pense que vraiment, honnêtement, en fait, c'était des étapes assez marquées de ma vie. Donc, est-ce que j'aurais réussi comme j'ai réussi maintenant? Je pense pas. Ça m'aurait pris plus de temps. Parce que je trouve, être accompagné, ça te focalise en fait sur ton objectif. Parce que quand on s'auto-forme, le problème c'est qu'on a 1000 idées à la fois. Donc c'est pas une ligne droite qu'on va faire. Et c'est vraiment plus compliqué, je pense, à construire. Mhm. Très juste. Très très d'accord. Ok, bon, très très clair. Euh, comment tu choisis les gens avec qui tu bosses au sein de l'agence? Pas, vraiment pas côté client, mais plutôt Presta. C'est-à-dire, mais en gros, mon équipe. Ouais, c'est ça. Comment je l'ai choisi? Faut savoir que bon, moi, je me rappellerai toujours, Maël, il m'avait dit une phrase. Il m'a dit, toi, ton domaine d'expertise, où tu es vraiment excellent, ta zone de génie, comme il disait, c'est, tu sais vraiment t'entourer des bonnes personnes. T'es super bon à construire une bonne équipe. Et vraiment, en fait, je prospecte, je crée en fait une équipe quand je crée justement des freelances, que ce soit pour les médias, des graphistes, etc., ou des monteurs vidéo, ou même des experts qui m'accompagnent pour les scripts. Je vois déjà comment elle est la personne. Je vais essayer de voir un peu jouer le terrain. Je vais essayer de voir, négocier avec lui, et comment il pense lui. Est-ce qu'il a une vision long terme ou il est sur le moment vraiment Moment présent. présent. Ok. Donc à partir de ce moment-là, je trie les personnalités, tu vois. Je sais que par exemple lui, ça va être plus compliqué de travailler avec lui. Lui, c'est quelqu'un voilà
il est beaucoup demandé, mais genre il aime pas le stress, donc il va faire son travail, son boulot tranquille, alors qu'il y en a d'autres, bah, par exemple les gens de mon équipe, je sais que s'il y a une urgence, j'ai eu un problème avec un client, il avait fait du blanc chez le monteur pour me donner le travail. Ouais, c'est Il avait arrivé, hein. dormi 9 heures, oh, vraiment. C'est en plus, c'est arrivé pour mes propres montages. Je me souviens. Ah ouais, ouais, c'est ça aussi. Et Je me vraiment, je pense que souviens. c'est important, tu vois, de s'entourer de personnes qui ont la même vision que toi, la même dalle que toi, mais bien sûr, si tu veux qu'ils aient la même dalle et la même vision que toi, faut que tu les payes bien aussi. C'est que moi, on se met d'accord avec un certain montant, ok, par vidéo ou par mois, mais par contre, moi, il y a toujours des postes qui sont évolutifs. C'est-à-dire que tu es là dès le début, tu vas gagner plus sur le mois. C'est-à-dire les mois d'après, je vais essayer d'augmenter tes revenus aussi. C'est clair. Très, très clair. Donc, t'as vraiment cette faculté humaine, hein, presque instinctive, euh, de converser avec les gens, de repérer des patterns. euh, donc, ça, c'est fort. Je suis moins bon, moi, là-dedans, pour le coup. Euh, Moi, voilà, je délègue que très peu, voire pas du tout. À part justement sur toutes les parties montage vidéo, etc. C'est pas du tout mon domaine, donc effectivement, quand j'ai besoin de faire monter des choses à des clients, c'est Mohamed qui s'en occupe, ou en tout cas c'est Gars. Donc ouais, super intéressant. Maintenant, on passe à un point. Déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'entourage de manière globale, sur les amis, sur les fréquentations, sur les mentors, En fait, je pense que parfois, il faut savoir faire des choix, même si c'est compliqué ou tu as grandi avec ces personnes. Parce que même moi, j'ai pris du temps à comprendre. C'est qu'il y a des gens qui te ralentissent plus qu'autre chose. Donc vraiment, même si ça va te faire mal un peu, tu les connais, tu connais ses parents, etc. Faut savoir mettre de côté son côté émotif et penser à soi. Faut savoir parfois se mettre soi-même dans sa... En fait, il faut se focaliser sur son bonheur et sa réussite. ouais. C'est super important, je trouve, que vraiment, il faut savoir parfois malheureusement faire des choix un peu compliqués, mais c'est le prix à payer si tu veux réussir. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord dans une certaine mesure. Euh, Si je ramène ça à moi encore une fois, j'ai mon meilleur ami, tu vois, qui est toujours à Paris, qui fait pas du tout la même chose que moi. Et d'ailleurs, tous mes amis, hein, j'ai aucun ami à part voilà ceux que j'ai rencontrés dans le business, etc. Mais sinon, tout le reste de mes potes ont une vie, on dira normale, classique, en région parisienne ou à Paris. Et alors, c'est vrai que moi, il a fallu que je m'éloigne, que vraiment je parte. Et c'est vraiment au moment où je suis parti de cet environnement que les choses se sont accélérées. Moi, il faut savoir que avant je fumais, je buvais, voilà, j'allais beaucoup en boîte de nuit, etc. Je faisais plus de sport. Et en fait, le fait de m'extraire de tout ça, c'est déjà le premier point où je me suis retrouvé un petit peu sans repère. Donc, il a fallu, entre guillemets, recréer une sorte d'identité. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Donc j'étais un petit peu plus âgé que toi, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai bien profité, j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que je veux continuer dans cette logique? Où vraiment c'est pas trop où on va? Ou est-ce que au contraire, je repars sur quelque chose de nouveau dans un autre pays? J'ai choisi du coup la deuxième option. Et là, alors ça a été dur hein, au début, forcément. Bon, j'ai toujours mes potes, tu vois. J'ai toujours mes amis. Quand je vais à Paris, je vais toujours les voir. C'est toujours mes gars sûrs, etc. Il y a aucun souci. Et puis, s'ils regardent cette vidéo, ils vont encore se foutre de ma gueule. Donc voilà, c'est toujours mes frérots, tu vois. Mais il a fallu quand même que je m'extrais d'une manière assez violente, hein, que je parte pendant plus d'un an au début, sans jamais revenir à Paris une seule fois, pour comprendre certaines choses et pour me dire que, bah ouais, finalement, ne pas, le fait d'avoir cette routine, tu vois, mec, j'avais des routines qui étaient atroces, hein, c'était, j'allais au taf, je finissais à 16 heures, j'allais directement au bar jusqu'à 20 heures, tu vois. Et j'allais boire des bières, des bières, des bières. Mais vraiment, hein, c'était ça tous les jours. C'était pas deux, trois fois par semaine, c'était tous les jours. Et en fait, ouais, il a vraiment fallu que je. Parce qu'en fait, je voyais pas trop où était le problème, tu vois. Forcément,
quand tu es dans des engrenages, on dira comme ça, bah tu mens aussi à ton entourage. Moi, je mentais à ma mère, je disais pas, tu vois, ce que je faisais. Enfin, t'as honte, tu vois, tu dis pas Bien ça, tu sûr, vois. t'as honte. Voilà, et t'en rigoles avec ton pote et tout ça, mais c'est uniquement en fait quand tu t'extrais que tu prends de la hauteur et tu t'arrêtes de vivre entre guillemets pour les autres et tu te dis, enfin en tout cas moi ça a été mon cheminement, tu vois, et je me suis dit putain faut que j'arrête, donc ouais forcément j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de sortir, je me suis mis devant mon PC vraiment pendant 6 mois et puis après voilà c'est comme ça, tout le monde le sait, mais en gros voilà après j'ai travaillé chez Meta, je me suis fait recruter par rapport à ça parce que j'avais déjà, on a commencé aussi dans le même délire parce que je faisais du dropshipping aussi au début. Et c'est ce qui m'a permis après d'être repéré directement par Meta, d'être formé et tout ça. Donc, mais tout ça ne serait pas arrivé si j'étais resté dans mon environnement d'avant, quoi. Et donc, ouais, ça a été une longue digression, mais je pense que c'est important et justement, ça va nous permettre d'aller sur le prochain sujet, sujet épineux, qui sera du coup le débat finalement organique contre ads. Donc, voilà, on va commencer par une question et puis on verra un petit peu où ça nous mène. Mohamed, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre les ads ou l'organique pour les infopreneurs? Je trouve que ça se ressemble, mais c'est deux zones assez différentes. Du sens où, vraiment, je sais que l'organique, la puissance de l'organique, c'est que si tu maîtrises vraiment la tendance, etc., tu peux faire beaucoup de vues. En social proof, ça va te rapporter beaucoup. Donc vraiment, c'est utile. Mais derrière, est-ce que tu attires que des prospects chauds? Pas forcément. Tu attires aussi des personnes qui vont te faire perdre du temps. Alors que les ads, niveau social proof, faut que tu en as déjà quelque... Je pense, personnellement, après tu me donneras ton avis, que pour lancer des ads, il faut quand même une certaine social proof des résultats pour gagner la confiance. Et derrière, par contre, c'est plus simple à cibler directement les prospects type. Qualifié, grave. Qualité, c'est ça. Donc je pense qu'en taux de conversion, les ads, ils sont super à l'organique, mais l'organique, l'avantage, c'est que sur le long terme, je pense que c'est assez game changer dans ton domaine. Parce que, comme on avait expliqué, ce qui fait la différence entre nous et les grands poissons, c'est que les gros poissons, ils sont virales. Donc même si derrière, tu vends pas un service de qualité, mais si t'as une viralité, tu as assez de social proof, tu peux tout vendre, hein. Même un stylo, tu peux le vendre. Tu peux dire ce stylo, il est magique, les gens vont te croire. Alors que les ads, il faut que je pense que personnellement, je pense qu'il faut quand même une certaine euh, Légitimité? social proof, une communauté pour justement avoir plus de résultats. Ok. Je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Alors, qu'on soit très clair, les deux fonctionnent. Bien Euh, sûr. c'est pas, voilà, c'est un peu humoristique, hein, on fait ce débat-là pour débattre, mais je dirais que les deux fonctionnent, mais en fait, le gros problème que j'ai avec l'organique, c'est non pas la qualification, parce que à la limite, tu me diras, ça se travaille. Tu vois, vers le tunnel, tu vois, vers le setting, etc. On peut toujours optimiser la qualité du lead et pareil, tu vois, par les hooks, etc., par les contenus qu'on va faire. Le problème que j'ai avec l'organique, et peut-être que tu vas me contredire, c'est le côté pardon, prédictible. Le côté prédictabilité. C'est-à-dire que, typiquement, on ne peut pas savoir, tu vois, tu peux pas te dire, bah vas-y, je vais lancer 5 réels, et puis je vais avoir tant de prospects ou tant de conversions. Alors que la publicité, même si on ne peut pas le savoir de manière fixe, à partir du moment où on en a lancé, tu vois, on a lancé une, deux, trois campagnes, tu sais que tu as un coût par lead à 30 euros, un coût par vente à 100 euros, bah ça va pas trop bouger. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas mettre 100 euros dans la machine, tu vas avoir une vente. Donc du coup, tu vois, il y a ce côté prédictible que moi j'aime beaucoup et du coup qui est censé être amélioré après au fur et à mesure du temps avec des A/B tests et ce genre de choses. Donc voilà, le gros problème que j'ai avec l'organique, c'est alors c'est très séduisant parce que forcément c'est gratuit et puis il y a le côté effectivement social proof avec le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le côté confiance. Mais je trouve que sur la partie prédictible, peut-être que je me trompe, hein, mais sur la Bien sûr. partie prédictible, je trouve que ouais, c'est assez.
Ouais, on peut rien prévoir, quoi, en gros. Honnêtement, je suis quand même d'accord avec toi sur ce point parce que quand on lance en fait des vidéos, parfois ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Il y a des vidéos, j'aurais l'impression elles vont fonctionner, elles vont faire plusieurs millions de vues, alors que d'autres non, mais la vidéo que je vais dire non, elle va faire plus de vues que l'autre. Donc sur ce côté-là, oui. Et c'est vrai que niveau leads, en fait, t'es jamais autant sûr que les ads. Et c'est un peu le défaut de l'organique, mais derrière, comme tu as bien expliqué, c'est gratuit. C'est que si tu fais du contenu assez en continu et tu construis une bonne personal brand, tu sais que tu peux vendre en automatique, alors que les ads, il faut prévoir un budget. C'est super, vraiment, c'est excellent. Je sais très bien parce que j'ai des clients qui lancent des ads. Et même toi, je pense que tu peux appuyer dessus, que vraiment les ads, pour peaufiner entre guillemets tes prospects et attirer les bonnes personnes, c'est assez puissant, Mhm. contrairement à l'organique. Mais par contre, l'organique, c'est vrai que l'avantage, c'est le coût de revient. D'ailleurs, même si c'est pas très prédictible, mais indirectement, est-ce que tu cherches que ça dans l'organique? Pas forcément. Ce que tu cherches, c'est de construire quelque chose qui va te ramener une social proof parce que l'organique, c'est sur du long terme, tu vois. C'est pas t'as un budget X. Non, l'organique, c'est que plus tu vas t'investir, plus tu peux grossir, et plus tu vas grossir, plus tu peux gagner d'argent, tu vois. C'est clair, je suis assez d'accord. Je vais faire exprès l'avocat du diable sur une question. Selon toi, si tu vois, si on a des gens là qui nous écoutent et qui sont pas encore infopreneurs, qui vendent pas encore de coaching, qui ont tourné voilà, t'as tourné ta formation, t'as tourné ta formation en ligne, t'as jamais vendu de ta vie, ni à ta belle-sœur, ni à je sais pas qui, vraiment à personne. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Est-ce que tu vas lui conseiller de dire ok, vas-y, casse un petit peu d'économie et mets 1000 balles en publicité, ou tu vas lui dire lance-toi en organique? La vraie question, c'est juste, j'ai envie de savoir, dans ce cas précis, Ouais, est-ce qu'il a déjà une communauté, est-ce qu'il a déjà lancé des réseaux? rien du tout. Rien Vraiment, à il y a rien du tout. Il y a pas de business manager. Il y a pas non plus de compte Instagram. Il y a rien. Aucune communauté, rien. Bah déjà, tout d'abord, je veux regarder s'il a assez de social proof ou pas. Deuxièmement, est-ce qu'il sait gérer ses ventes? Est-ce qu'il maîtrise un peu son... Est-ce qu'il est à l'aise, en fait, face aux clients? Mais en Parce fait, que, là, pour l'instant, on part vraiment du principe que il y a jamais eu de vente. Il vient vraiment seulement de faire sa formation en ligne. Il l'a mis honnêtement, sur System.io. Il a pas de tunnel. Il a rien. Tu vois. non, j'aurais opté vraiment pour une stratégie organique. Parce que je pense personnellement Mhm. que si tu commences de zéro, il est plus logique de commencer par l'organique que de l'ADS. Parce que Ok. l'organique, ça va, en fait, tu pourras parler, débattre de ton domaine, comme par exemple nous on fait en organique. On va donner des tips, parler de d'autres trucs, on va se positionner en tant qu'expert de notre domaine, entre guillemets. Et grâce à ça, en fait, les gens ils vont voir qu'on a déjà une certaine expérience dans ce domaine, donc ça va nous faciliter la vente. Alors que si je pense que tu pars de zéro et tu veux directement vendre, le taux de Ouais. conversion, je pense pas qu'il sera excellent. Ouais. Euh, ok. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord. Alors moi, ce que j'aime bien, moi, ce que je conseille souvent, c'est ne jamais lancer de publicité tant qu'il y a zéro vente. Par contre, Ok. la publicité, qu'on veuille ou pas, en fait, c'est toujours le niveau de risque. Est-ce qu'on peut perdre 1000 balles, tu vois? Si la personne a dit oui, je suis pas à 1000 balles prêt, on envoie en publicité parce que ce sera le meilleur moyen de tester l'offre et le plus rapidement possible. Tu vois? Parce qu'en fait, avec la publicité, tu vas payer de l'impression. Donc en gros, voilà, ta publicité va être visible. Et puis, on connaît la puissance de Meta. Meta, ils ont WhatsApp, Instagram, etc. Donc, ils savent plein de choses sur nous, plus que notre mère. Bah, Donc, finalement, tu c'est vois, vrai. donc, ils sont capables directement d'envoyer la publicité sur les bonnes personnes, etc. Donc, pour moi, la publicité, et attention, encore une fois, il faut prendre des précautions, faut pas se mettre dans le, en difficulté hein, pour simplement de la diffusion. Mais pour moi, c'est le moyen le plus facile de tester une offre. Tu vois, parce que voilà, tu montres directement à plein de gens ton offre. T'as pas besoin de communauté, t'as pas besoin de ci, de ça, de Y. Donc en fait,
Voilà, c'est le moyen le plus facile. Par contre, effectivement, si tu veux maximiser tes chances de performer en publicité, en fait, je pars du principe que si la personne, elle a une communauté, elle a déjà vendu en organique, en publicité, ça fonctionnera forcément. À part si le panier moyen, il est à 30 euros. Mais grosso modo, voilà, quelqu'un qui fonctionne en organique, qui gagne sa vie sur les réseaux sociaux, fonctionnera forcément en publicité. Euh, Sur le coin où tu parles d'impression, je suis pas totalement d'accord, hein. Parce que je trouve que si tu as 1000 euros à jeter, entre guillemets, il est pas à 1000 euros, plutôt, il est pas à 1000 euros près le client. Moi, personnellement, j'aurais plutôt opté à créer une DA à ce client, à mettre de l'argent, voilà, sur un montage pour vraiment le positionner assez différemment que ses concurrents et par la suite penser justement à faire des ads. Mais c'est vrai que sur un point, t'as raison quand même, c'est que le, la rapidité en fait de mettre en place la stratégie, c'est beaucoup plus facile, plutôt beaucoup plus rapide avec les ads que l'organique. Parce que l'organique, en fait, construire, faire les montages, etc., ça peut prendre du temps. Donc la stratégie, elle peut partir sur un mois, alors que lancer une campagne, ça peut prendre une semaine en vrai. Ouais, Donc je suis un peu d'accord avec toi sur ce point, oui. ouais. Je suis, moi aussi, en fait, j'avais pas la vision globale de me dire, forcément, je fais de la publicité, donc c'est bien d'avoir le point de vue extérieur de quelqu'un qui est pas forcément dans la publicité, mais vraiment focus sur le contenu organique. On l'a dit, hein, et puis on peut dire hein, des chiffres que tu fais. Voilà, en termes de vues, etc. Tu m'avais donné des exemples. Je pense qu'on peut le dire, à part si tu veux pas communiquer les chiffres. Mais je me souviens quand on avait préparé l'interview, tu m'avais parlé de certains créateurs qui étaient passés de tant de vues. Alors je me souviens plus des chiffres exacts, mais de tant de vues à tant de vues avec un simple montage et même des scripts que tu avais optimisés. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Bien sûr, bah, j'ai eu le meilleur exemple que je peux donner. Là, j'ai commencé pas très longtemps d'accompagner justement une boutique e-com. Ok. Et justement, pour les vues, c'était un peu compliqué à décoller. Vraiment, quand j'ai commencé bah, déjà dès les premiers scripts, quand j'ai commencé à accompagner, il y a eu 60 000 vues, 40 000 vues après. Et maintenant, presque tous les 2-3 vidéos, il a une vidéo qui fait plus de 50-60 000 vues, alors que vraiment, il avait 600 abonnés, même pas dans son compte. Aujourd'hui, je crois, il a 2200. Et en taux de visite, je pense qu'il a presque 50 à 100 visites par jour. En organique, full organique, vraiment sur son site. Parce que ça, les gars, c'est quand même super important, hein. Parce que tu parles, voilà, on parle de vues, de ci, de ça. Mais j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on parle de vues, toi, tu nous dis, voici ce qui s'est passé sur le site. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, j'ai la vision des gars qui font de l'organique. euh, En mode, je trouve qu'il y a beaucoup de gens comme ça sur le marché. Ils sont vraiment en mode, vas-y, on va faire des vues. Et après, tout ce qui se passe après, sur le site web, sur le tunnel de vente, en fait, ils s'en foutent. Et ils se disent, bah non, c'est de la faute du client parce que son système il est mauvais, son truc il est mauvais, mais nous on a rempli notre job et on a fait des vues. T'as rencontré toi ce type de. Pardon. Bien sûr, bah justement, dans ce cas-là, j'ai vu tellement de clients qui sont venus de personnes. Parfois, j'ai eu des clients carrément, je regardais leur compte, j'ai dit, comment t'as pas fait de vente, toi? C'est que j'ai vu, sur un mois, il a déjà fait plus de 3-4 millions de vues. Et par contre, derrière, les ventes, ils suivaient pas. Je me dis, comment ça? Après, quand j'ai vraiment recherché, en fait, quand je peux en place une stratégie d'un client, je regarde vraiment tout sur son compte. Les stats, je vérifie tout, comment ça s'est passé, les conversations, les commentaires. En fait, j'ai compris que le gars, il se focalisait seulement sur les vues, mais derrière, il n'y avait pas d'accompagnement vraiment. Et ce qui fait, je n'aurais pas la prétention de dire que ce qui fait la différence. En tout cas, moi, je fonctionne assez différemment sur ce point, où je vais te rapporter les vues, et petit à petit, je peaufine. C'est que je Ok. vais mettre en place, s'il faut mettre un tunnel de vente, s'il faut mettre un système school, s'il faut mettre un setter, un closer, mais je vais faire en sorte que, en fait, quand tu rentres de mode d'accompagnement et quand tu ressors, tu as un système mis en place qui va faire que, ok, j'ai compris comment ça marche l'organique, mais derrière, directement, ton prospect, qui est à chaud ou à froid parce que c'est de l'organique, il va rentrer dans un système qui va augmenter tes chances de conversion Ok. au devant. Alors que, parce que si tu te focalises vraiment que, pour moi, vraiment, c'est super simple j'ai compris maintenant, c'est super simple de faire des vues, mais ce qui est le plus compliqué, c'est de faire un système qui fonctionne pour le client. Parce que comme tu l'as dit dans le podcast,
C'est que d'un client à un autre, la stratégie, elle change. Et ce qui a fonctionné pour un client ne peut pas fonctionner pour l'autre parfois. Ça marche, c'est comme ça. C'est clair. Donc, ouais, c'était cool ce débat organique ads. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou des points que tu trouves plus intéressants sur la partie organique? Alors, c'est évident, hein, c'est gratuit la partie organique. Et évidemment que ça part déjà avec un avantage quand même qui est plus sexy, on dira, que l'ADS. Mais ouais, est-ce que tu as d'autres arguments, entre guillemets, en faveur de l'organique? En vrai, j'ai un argument assez général pour les deux. Je trouve que si tu maîtrises bien l'organique et les ads, tu peux tout vendre. Ah ouais, ouais, C'est ça, des on est trucs d'accord. trop complémentaires. C'est qu'il Mm, faut pas se dire que ouais, un là va marcher, l'autre va pas marcher, non, les deux fonctionnent. C'est mm, juste qu'il faut que tu arrives à démarrer avec l'un et ensuite rajouter l'autre. Parce qu'une fois que tu maîtrises les deux, prenons l'exemple de tous les infopreneurs qui sont grave connus, qui sont multimillionnaires aujourd'hui. Organiquement parlant, ils font des millions et des millions de vues. Et par contre, en ads, j'en connais, qu'ils ont un budget d'ads, budget ads de plus de 20-30 000 euros par mois. Et le mec, il mm. génère peut-être 100-200K, mais il met beaucoup aussi. Exactement, les gars. Je vous invite, hein, pour tous les infopreneurs, les coachs qui nous écoutent, vous pouvez aller dans l'Ads Librairie de Meta. C'est vraiment voilà, vous avez toutes les publicités qui sont actives ou inactives sur le marché français. Donc vous pouvez très bien taper, je dis n'importe quoi, Yomi Denzel, qui est pourtant l'infopreneur numéro 1 hein, en France. Et bah vous pouvez le taper, il fait des publicités. Antoine Blanco, etc. Ils font tous des publicités. Vous pouvez aller checker. Donc effectivement, je te rejoins sur ça. En fait, quand il y a le cocktail parfait, c'est les deux, quoi. C'est vraiment organique. Si t'es bon en organique, t'es bon en ads. Euh, voilà. Par contre, voilà, c'est encore des stratégies qui sont différentes. C'est quand même très différent, hein, même si c'est sur les réseaux sociaux et tout. On avait parlé d'un truc pour préparer l'interview que je trouvais ça super intéressant. Parce que on n'a pas du tout la même manière de faire du hook en organique et en publicité. Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, si tu veux, hein, nous donner un petit peu pour l'audience qui écoute, des tips pour tous les gens qui voudraient, parce que voilà, on nous parle du hook, voilà, tous les jours. Est-ce que, ouais, t'as des frameworks ou t'as des plans pour faire des hooks vraiment impactants et qui fonctionnent? Vraiment, la différence que j'ai vue dans les vidéos qui ont le plus fonctionné, c'est les vidéos qui commencent par tu, vous, ou une négation, c'est-à-dire par quelque chose de négatif. Mais il faut savoir déjà dans l'organique, si tu lances dans l'organique, faut que tu le, si tu le sais pas, c'est que je sais pas pourquoi tu t'es lancé, c'est que le moment le plus important de ta vidéo, c'est les 3 premières secondes. Parce que tu dois attirer l'attention de ton client. Et si tu veux attirer son attention, il faut pas que tu tu fais un ciblage général, il faut que tu fasses un ciblage précis. C'est-à-dire touche vraiment un point de douleur du client. Et si tu arrives à faire ça, ta vidéo, c'est sûr, elle fonctionne. Ok. Donc même, Donc, pardon, je t'en prie, je t'en prie. en gros, pour moi, vraiment, le point le plus important dans les hooks, c'est vraiment de construire un hook, pas forcément qui est super long, mais qui est simple et efficace, qui va viser directement le client. Faut pas partir, parfois je peux voir le problème de certains clients qui génèrent leur script de A à Z avec ChatGPT. Moi aussi je m'aide avec ChatGPT, je veux pas dire la différence, je veux pas mentir plutôt. Mais il faut savoir quand même avoir ce recul et de se mettre à la place du client et de dire ok moi je suis en train de scroller sur TikTok parce qu'il faut savoir on scroll, hein, on n'est pas là à rester 10 secondes par vidéo. Comment je vais faire pour attirer ma propre attention? Donc moi je me mets directement dans la place du hook. Ok, vous, je regarde je regarde bien le hook à ce qui sonne bien. Je vais en prendre 50-60 et après, je vais les trier. Et sur ces tris, je prends vraiment ceux que je pense qu'ils ont le plus potentiel. Mais il faut prendre vraiment un hook qui cible direct. Ok. Donc tu disais donc plusieurs choses. Donc tu, vous ou négation C'est ça? dans le hook, cibler précisément l'avatar C'est ça. et euh, et du coup après donc tu t'expliquais un petit peu ton process. Donc tu prends 50-60 hooks de vidéos qui ont déjà été faites sur les concurrents ou c'est ça? Ok.
En gros, Non? je vais prendre des hooks parfois qui ont déjà fonctionné dans la niche en question, que je vais noter. Et ensuite, je vais les proposer à ChatGPT qui va m'en proposer plusieurs. Et par la D'accord. suite, je vais regarder, je vais prendre en fait cette liste que je vais moi-même en fait trier. Et après, je fais un petit classement et celui que je trouve qui sonne le mieux, je le prends. Ok. Celui que Donc, moi-même en fait, je cliquerai dessus. ok, voilà, c'est ça. Ok. Ok. Super intéressant. Alors, est-ce que tu trouves que parce que finalement en fait ça rejoint un peu moi je vais vraiment faire la distinction mais ça rejoint un peu quand même ce qu'on fait en publicité. Le seul truc en publicité c'est que vu qu'on paye à l'impression en fait notre plus gros alors oui c'est important le hook évidemment que c'est aussi important que sur l'organique mais en fait on a moins entre guillemets besoin ou même on doit en fait moins être clivant ou tu sais ou dire un peu n'importe quoi. Le plus important en publicité c'est de précisément cibler directement l'avatar direct son problème et à quoi on va répondre et du coup c'est ce que tu disais avec l'organique. Alors pour l'organique je sais pas mais en tout cas pour la publicité au niveau algorithme ça va envoyer les bons signaux à Meta. Parce que si dès le début, tu es coach sportif, imaginons que tu es coach sportif et que tu vends un programme sportif pour les hommes qui veulent prendre du poids, donc gagner du poids des hommes minces. Si tu arrives au début de la vidéo et que tu dis, je sais pas, ouais, je suis un super coach sportif, j'ai fait 5 ans d'études, machin, peu importe. Très bien. Par contre, si derrière tu viens et que tu dis ouais là, cet été t'as eu du mal à te mettre torse nu à la plage parce que t'as honte de ton corps et puis t'arrives pas à aller voir les filles etc. Bah là en fait tu vois le prospect il s'identifie, c'est beaucoup plus visuel, t'es directement dedans tu vois. Donc je sais pas si c'est pareil avec l'organique à ce niveau là, est-ce que tu peux faire on dira des hooks un peu plus larges, plus vastes ou vraiment direct cibler l'avatar En, f- En fait, justement, sur ce point, c'est un peu comme les ads, parce que si tu mets un point trop général, faut savoir que l'organique, il fonctionne comment il va montrer en fait à une certaine audience. Il va montrer à plusieurs personnes pour peaufiner la recherche à qui il va présenter en fait ta vidéo. Et en Oui. fonction de ses réactions, il va voir si la vidéo elle est intéressante ou pas. Si elle est Ok. intéressante, il te la met en avant, sinon il arrête de la mettre en avant. Et c'est pour ça une vidéo elle devient virale ou l'autre non. Donc vraiment sur ce point-là, je sais que si tu utilises en fait le problème, tu vas utiliser peut-être parfois des hooks générales. Ça peut attirer l'attention de personnes, mais pas forcément du prospect que tu veux. Donc tu as Ok. beaucoup de visiteurs. Du coup, le problème, c'est que ben, peut-être tu seras viral, mais tu n'auras pas de vente. Ou ça va C'est te ça. servir à rien. Ok. Donc vraiment, trier dès à partir du hook, c'est la meilleure chose à faire. Direct. Bon, Ouais, je suis d'accord. En tout cas, je pensais pas qu'en organique c'était pareil de cibler en fait dès le début le prospect, etc. Parce que j'avais dans mon imaginaire, je m'étais dit en fait au plus t'as d'abonnés en organique, hein, dans une stratégie qui serait 100% organique, dans ma tête c'était plus, bah en fait plus t'as d'abonnés, à la limite c'est pas qu'on s'en fout, tu vois, de la qualité, mais ça vient potentiellement, tu vois, c'est moins important que dans l'Ads, mais du coup, tu me prouves le contraire. Donc, ça, c'est super, super intéressant. Donc, mec, merci beaucoup pour ce débat organique Ads. Donc voilà, les deux fonctionnent, je peux vous le garantir. Avec nos deux expériences cumulées, on peut vous dire que aussi bien Mohamed que moi, on a des clients qui utilisent soit une seule des deux stratégie. types de trafic, soit les deux, et tout fonctionne, encore une fois. Donc, mec, on passe à la dernière partie, qui est du coup la valeur finale. Voilà, si c'est vraiment là, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur gratos à nos viewers. Si tu as un message, tu vois, sur tout ce dont on a parlé, etc., si tu as un message à leur dire, pour vraiment tous les niveaux, un truc très général, quelque chose dont tu veux parler, ce serait quoi? Faut pas avoir, je pense, peur de se lancer. Vraiment, je pense que en général, si j'ai un conseil à donner, que vraiment, si t'as une idée dans la tête, même si elle marche ou elle marche pas, tu t'en fous. Le plus important, c'est d'avoir essayé, honnêtement. Donc vraiment, ça soit dans le business, dans ta vie en général, ou peut-être lâcher un boulot pour suivre ou lancer ton business.
Faut vraiment pas regretter ton choix, faut se lancer. Parfois, même si ça va pas marcher, hein. Mais personnellement, moi, dans mon parcours, peut-être je suis jeune, mais j'ai vécu assez de choses pour comprendre qu'en fait, que si j'aurais pas pris certains risques, j'aurais pas mis en jeu certaines situations ou certaines choses, même certains contrats, je serais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Et j'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, comme par exemple même toi. Ouais, et également, pareil, pareil, Mohamed, je suis très très d'accord. N'ayez pas peur. On en a parlé, hein, c'était le début de l'interview. C'était vraiment sur la prise de risque, les échecs. N'ayez pas peur, les échecs, c'est. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, comparer ça à un skater, un mec qui fait du skate. Pour devenir le meilleur skater, bah, le meilleur skater, forcément qu'il est tombé. Il est tombé plusieurs fois. Tu peux pas apprendre le skate si t'es pas tombé. Tu vas pas réussir, tu vois, à faire les. Voilà, en fait, le plus important, c'est quand tu te relèves. Et je pense que ça rejoint un petit peu la mentalité que tous les deux on a vis-à-vis de ça. Prise de risque. Au pire, ça fonctionne pas. Et alors? Ça C'est fonctionne ça. pas, on fera autre chose. Mais au moins, t'as pas de regrets. Parce que si tu Et- continues toujours dans l'idée, je vais trouver la meilleure idée de business, la meilleure idée de business, en fait, il y a aucun monde où tu seras d'accord. Toujours, tu vas dire non, en fait, il y a tant de risques, et tu vas jamais te lancer. Donc, tu C'est vas clair. jamais réussir. Ouais, 100%. Pour toi, quelle est l'erreur que tu vois plus souvent chez les infopreneurs? En général, ou Ouais, vraiment en général. En général, tu vois des clients avec qui tu travailles et tu vois une erreur que pratiquement tout le monde fait, quoi. pas de question. Honnêtement, Dur. je me suis jamais posé cette question. Je sais pas, est-ce que tu as des clients qui font toujours la même erreur, c'est de tu vois avant que tu les prennes, hein, avant que tu les prennes sous ton cadre, mais vraiment tu vois dans l'organique par exemple, des choses qu'ils font tout le temps et qui fonctionnent pas et pourtant ils le font. Euh, je sais pas, Ah, sur ce point-là, peut-être, je pense qu'il y a un point où je peux en parler. Justement, on a déjà parlé de ça avant. C'est que c'est pas forcément le montage qui fait tes vues. C'est que j'ai déjà parlé à des clients où, par exemple, ils mettaient des 60-70 € par vidéo au montage. Mais derrière, ils étaient pas rentables parce qu'ils se disaient, ouais, mais attends, pourtant, le dernier démontage et le dernier démonteur, je mets de la 3D et tout. Le plus important, c'est pas vraiment le montage, c'est le contenu, comment tu vas gérer ça. Pour les gens, ils sont en fait, dans la problème, ils sont dans l'optique où, ouais, si je prends un CM, un community manager, et je prends le meilleur des monteurs, j'aurai le meilleur des contenus et je vais attirer les meilleurs des prospects et j'aurai plus de ventes. Pas forcément. Donc vraiment, il faut savoir faire étape par étape. Même si tu as du budget, faut pas penser que juste parce que je peux mettre de l'argent que je vais sauter plusieurs étapes. Non. C'est que et, parfois, il faut savoir. et donc du coup pour toi, mec c'est trop intéressant. Et donc pour toi, quelqu'un qui, je dis n'importe quoi, aurait 300 euros pour commencer, est-ce que tu le conseillerais plus de investir ces 300 euros dans une formation, dans des scripteurs, dans du montage? Aujourd'hui, comme a dit Imad Gadzhi ou même tous les entrepreneurs de Shark Tank, je regardais justement leurs vidéos sur Insta, ils Ok, ont tous dit la même chose. Maintenant, la bulle qui explose en ce moment, c'est le personal brand et l'IA. Aujourd'hui, tu peux créer des SaaS sans coder, juste avec une idée dans la tête. Tu as beaucoup d'applications où tu peux juste mettre ton idée et créer l'application de A à Z. Donc vraiment, Bolt, lancer un SaaS très simple, tu vois. Et sur le côté personal brand, c'est surpuissant. Tu as 300 €. Moi, par exemple, celui que j'accompagne actuellement, l'e-commerçant, la boutique, les montages, il le fait lui-même. On ok. dépense sur quelque chose de très sobre, des sous-titres et quelques b-rolls pour illustrer des scènes. Pourtant, il a jamais fait autant de vues qu'il en fait maintenant. Alors qu'il met 0 € en montage, juste Ok. 200 ans. Et l'argent qu'il a, je l'ai dit plutôt d'utiliser pour peaufiner un peu son SEO et pour peaufiner un peu sa RDA. Donc si tu as 300 €, j'aurais dit plutôt de faire une photo. Moi, je me rappelle, j'avais fait une photo dans un studio, une photo que j'utilise justement dans mon Instagram. Yes. J'ai fait une bonne bio. J'avais investi un peu pour faire mon site, etc. Et après, il faut juste tu peaufines ton offre et tu fais tes recherches. Donc 300 €, tu t'investis plutôt dans ta DA. J'aurais personnellement dit
investissez dans votre personal brand, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire plus de ventes. Et par la suite, tu cibles en fait tu commences par un service qui coûte pas cher, vendre peut-être même des choses futiles. Moi, je vendais du montage. Je faisais quelques beurres, je faisais 5-10 € par vidéo. Mais avec l'argent que tu vas te faire dedans, tu t'économises bien. Tu prends après un coaching et étape par étape. Ouais, ouais, très clair. Je savais pas que tu allais me répondre ça, pour être honnête, personal brand, mais je trouve ça cohérent. Je trouve ça super cohérent d'investir d'abord dans sa personal brand. Donc, tu disais des images photo, enfin, des images professionnelles, ce genre de choses. Donc, ok, mec, c'est top. Et je te retourne la question. Toi, tu ferais quoi avec 300 €? Tu conseillerais quoi? Moi, j'enverrai tout en ads. Non, je rigole. Avec 300 euros, putain, mec, c'est une bonne question. En fait, je sais pas, tu vois, je t'ai dit, j'enverrai tout en ads, mais peut-être que oui. Parce que moi, je suis persuadé que l'infoprenariat, l'information, c'est un super domaine pour plein de sujets. T'es fan de skate, justement, t'es fan de surf, t'es fan de musique, tu peux faire un Ouais. média, t'es fan de... En fait, on est tous fans de quelque chose, et des fois, tu vois, on n'a même pas l'impression. T'es fan de montres, t'es fan de vêtements, voilà. T'as toujours une passion que tu peux monétiser. Donc pour moi, en réalité, 300 euros, je vais aller au fond, peut-être que c'est autre chose en réalité, mais je vais aller à fond dans ce sujet-là. Avec 300 euros, parce qu'en fait, je me mets aussi à ma place. Et moi, ce qui a tout décollé pour moi, c'était vraiment la publicité. En dropshipping, etc. C'est à peu près les montants que j'avais à investir au début. 500 euros pour être tout à fait honnête. Mais ouais, en fait, je créerai une offre gratuitement. Je regarderai, il y a largement de quoi faire en publicité, en contenu gratuit, pardon. Donc, je créerai une offre et puis j'enverrai 300 balles en pub. Parce que au pire, allez, je perds mes 300 euros. Très bien, mais j'ai appris, Bien sûr. tu vois. J'ai appris, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Forcément, j'ai du lead, donc derrière, je peux aller appeler les leads, leur demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ils n'ont pas pris rendez-vous, pourquoi ceci, pourquoi cela, et derrière, itérer là-dessus. Donc, je pense, en fait, voilà, j'aurais pas pris une formation, j'aurais pas fait ça, j'aurais vraiment été direct dans l'exécution. Après, voilà, je suis pas assez calé dans le personal brand et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dois travailler, mais peut-être que avec plus d'expérience, je t'aurais dit aussi la personal brand. Après, honnêtement, c'est bien qu'on a deux avis assez différents. Ouais. Ça prouve en fait que tu peux il y a plusieurs chemins pour réussir. Ça dépend juste de celui que tu préfères. À 100%. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure avec les systèmes, tout fonctionne, etc. Faut juste aller vers ce pourquoi t'es bon et ce que tu kiffes. C'est ça. Mec, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin ou quelque chose? On arrive à la fin de cette interview. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour de tout. Mais si j'ai un truc, je le répète, n'ayez pas peur de vous lancer. Et vraiment, n'ayez pas peur aussi de prendre parfois du temps pour vous et de se couper un peu de vos anciennes amitiés ou de votre entourage pour réussir. Parce que parfois, il faut savoir quitter en fait son nid pour faire quelque chose dans sa vie. Magnifique. Merci beaucoup encore à toi, Mohamed. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'atteindre déjà tes 30, tes 30K de bénéfices d'ici 2026, d'ici fin 2025, début 2026. Moi, je suis persuadé que ça va le faire. En tout cas, tu bosses pour, donc il n'y a pas de raison que ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? La santé, c'est important, je pense aussi. Encore plus important. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed. On se dit à très bientôt. Merci à tous. Donc, je mettrai toutes les infos de Mohamed, bien évidemment, en description. Donc, pour tous ceux qui veulent, allez-y, les yeux fermés. Vous avez bien vu tout au long de cette interview. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il aura beaucoup plus d'informations à vous donner que ici, même s'il a été, je te remercie encore une fois d'avoir été extrêmement structuré, d'avoir donné de la valeur incroyable à l'audience. Et puis, les gars, on se dit à bientôt. C'était Stelio et Mohamed. Et je dis un dernier mot avant la fin, c'est que faut pas oublier, déjà je remercie beaucoup Stelio et que vraiment, hein, c'est que Stelio, c'est l'un des rares entrepreneurs que j'ai connu dans ce domaine qui est aussi franc-parler. Donc vraiment, si vous hésitez à prendre son service,
foncez. Je vous garantis que vous pouvez m'envoyer un message si vous n'êtes pas content. Et c'est tout. Allez, Mohamed, garant de vos résultats. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, Un grand plaisir. merci à tous les auditeurs qui ont assisté jusqu'ici. Ciao, ciao. Ciao.